Donc là, on se retrouve dans ta porcherie. C'est ça, exactement, Ok. porcherie d'engraissement. Donc on a 32 box de 25 places chacun. Sur la partie gauche ici, on a la lignée des porcs d'avancement. Donc quand ils arrivent, on les trie par grandeur et on les répartit dans ces box. Quand ils arrivent à peu près à 60 kg, on les passe de l'autre côté, où là il y a plus de place, les auges sont plus grandes pour finir l'engraissement jusqu'à 110 kg poids vif environ. Et donc c'est une porcherie, quand on l'a inaugurée, on l'appelait Grand Confort, parce qu'on a 3 aires. Il y a l'aire de sortie, ici, l'aire d'alimentation sous les avant-toits, et puis l'aire de repos derrière les petites portes là, qu'on peut peut-être voir après. Les portes, on voit qu'elles ont des vérins pour qu'elles se ferment automatiquement. Ben, c'est surtout pour l'hiver, parce que les cochons, ils sont comme nous, ils n'aiment pas avoir froid. Ouais. Et comme ça ferme bien des courants. Ok. Et pour rentrer, ben, ils tirent avec le groin, et ils arrivent à passer. Et puis pour sortir, ben, ils n'ont qu'à pousser depuis l'intérieur. Alors pour l'alimentation, donc là on voit on a les descentes de tuyaux à chaque box. Ouais. Et tout est géré par ordinateur. Moi j'introduis pour chaque box le nombre de porcs et le poids moyen de chaque box. Et l'ordinateur calcule la quantité de soupe nécessaire. Et ensuite, il prépare 4 fois par jour. Il fait une soupe qu'on appelle avancement, avec un peu plus de protéines, et une soupe finition avec moins de protéines, ben, justement pour économiser cette protéine. Dans la soupe, on a du petit lait, de l'eau et de l'aliment, base de céréales et de protéines. Et ensuite, l'ordinateur, il sait que par exemple, il faut 37 kg de soupe pour le box numéro 2. Comme la cuve mélangeuse est sur balance, il ouvre l'électrovan qui est dans le box numéro 2 et il laisse couler 32 kg de soupe et ainsi de suite pour tous les box. Si tu mettais à volonté, par exemple, ça ferait pas quoi. Ouais, exactement. À volonté, il y a un peu plus de gaspillage, il y a de l'aliment qui finit dans le canal. Tandis que là, c'est une alimentation rationnée. On a une courbe, on se fixe un objectif de GMQ, d'accroissement. On essaie de tenir. Et tous les 6 mois, je fais un contrôle, je fais un inventaire et puis je calcule très précisément ce qui a été consommé, les kilos de carcasses qui ont été vendus. Et puis comme ça, on peut calculer tous ces indicateurs comme l'accroissement, l'indice de consommation pour voir justement si on est efficace dans cette alimentation. Dans la soupe, on a du petit lait, de l'eau et de l'aliment. De céréales, de protéines. Tu le prépares, tu me disais, dans une espèce de petite mélangeuse quoi. Oui, exactement. C'est juste ici à côté. On appelle la cuisine. En fait, c'est cette cuve ici en inox. Les tuyaux blancs, c'est 2 vis sans fin pour amener l'aliment. Puis les autres tuyaux, c'est pour amener le petit lait et l'eau. Et dedans, il y a en fait un grand mélangeur. 4 fois par jour, ça prend les ingrédients pour préparer chaque soupe. Ça mélange et puis après l'ordi, du coup, il envoie à chaque box. Ouais, grâce à la pompe, c'est l'élément rouge en bas là. On fait une soupe qui a 23-24% de matière sèche maximum pour que ça soit toujours pompable. Puis l'eau, l'hiver, elle est tempérée. Comme ça, ils ont une soupe tiède tout l'hiver. On essaie de les gâter. Et cette eau, elle est chauffée grâce à la chaleur du biogaz. Grâce à ce grand boiler ici qui est devant. On peut chauffer l'eau grâce à cette énergie qui serait perdue, quoi. Ça, c'est trop bien. Ça. On essaie de réutiliser exactement un maximum, quoi, puis d'optimiser par rapport à toutes les productions qu'on a. Ouais, c'est cool. C'est les petites portes là qui passent, donc on appelle l'aire de repos, où ils viennent se coucher sur la paille. Ils sont un peu gênés au début et puis après ils sont vite curieux quand même. Ici ben, on a le système de parois amovibles. On commence avec la paroi en avant quand ils sont petits. Ouais. Comme ça ils se tiennent bien ensemble. Ça évite qu'ils salissent tout le box. Puis au fur et à mesure qu'ils grandissent, eh ben, on recule la paroi. En fait on voit les amovibles comme ça. Tu enlèves les crochets là. On peut reculer. Ouais. Okay. Et puis moi tout le matin je passe avec le racle pour nettoyer. J'ai un canal qui passe à l'intérieur et sous chaque petite porte, ben, je peux pousser le fumier. Puis une fois par semaine, je fais tourner la pompe qui envoie le lisier pour rincer le canal qui envoie dans la fosse à lisier. Donc il y a un peu de fumier dans le lisier, mais c'est pas dérangeant. Non, c'est pas dérangeant. Surtout qu'après, ça part dans le digesteur pour la production du biogaz. Et c'est même très bien parce que c'est déjà mélangé. On a aussi les petits râteliers à foin qui sont obligatoires en production biologique. La pipette pour l'alimentation en eau. Voilà. Heureusement, on avait construit un bâtiment isolé. Bah, c'est vrai que ça a un coût, hein, forcément, mais on le retrouve sur les années, sur le climat de l'État. Et s'il y a un bon climat, en général, c'est bien pour la santé des animaux. Alors, on a une installation de biogaz. Derrière nous, là, on trouve d'abord les substrats. Donc, on a derrière le fumier, devant, on a des déchets verts, feuilles mortes, gazon, tout ça. Dans le coin là-bas, on trouve un petit peu de cacao, déchets de céréales. Que tu mets dedans, ça, ils te l'amènent gratuitement. Ouais.
C'est pour s'en débarrasser, quoi. C'est tout ce qui reste après, une fois que tu as trié les grains et tout, ben voilà, un petit peu enveloppe, reste de grains cassés, un peu de paille. Une fois qu'on les a, on les passe d'abord dans cette mélangeuse. Mélangeuse un petit peu particulière. Il y a deux variantes de mélangeuses. Soit tu as les mélangeuses comme celle-ci que tu trouves devant les fermes pour aller alimenter les animaux, faire tes mélanges. Ou alors tu as vraiment des mélangeuses spéciales pour les biogaz, mais qui sont très chères à l'achat. Et puis là, on a une mélangeuse un petit peu hybride. C'est l'importateur Strothmann suisse qui les fait uniquement. Donc, il prend une mélangeuse standard et il lui ajoute le moteur électrique. On voit c'est relié avec un fil. Tu prends l'électricité pour faire tourner le moteur électrique. Et on dit une mélangeuse hybride parce que au cas où, si par exemple tu as un problème électrique, tu as quand même le manchon de prise de force on le juste voit derrière. dessous. Voilà. Si jamais elle tombe en panne ou quoi. Voilà. Quand tu as fait ta mélangeuse, là, tu ouvres la trappe là et tu vides directement. On vide petit à petit. En fait, le plus qu'apporte la mélangeuse, c'est que comme ça, quand on a par exemple les déchets verts ou le fumier, il est défait. Ça le défait déjà, ça coule petit à petit. Il y a quand même des couteaux dans la mélangeuse. Donc ça te permet, si tu as des gros morceaux, ça va te les découper. Et donc elle bouge jamais de place. Non, le but c'est qu'elle soit stationnaire. C'est pour ça qu'on a pris cette mélangeuse avec ce moteur électrique. Donc on remplit notre mélangeuse, puis après on va mettre les substrats, vont aller dans la fosse qui est ici dessous qu'on appelle la pré-fosse. On va apporter du lisier, on appelle ça une soupe en fait. On va faire une soupe la plus épaisse possible, mais qui soit encore pompable. Pour ça ici on a deux brasseurs qu'on voit ici. Dans cette pré-fosse on alimente à peu près tous les 3 à 4 jours. Le biogaz on va le voir il est programmé, c'est tous les 4 heures si je me dis pas de bêtises. Il vient pomper 4 mètres cubes qu'il envoie dans le digestat. Cette grosse fosse, 1700 mètres cubes, ça c'est le gros digesteur principal. La chose un peu différente chez vous des autres biogaz, c'est que là on voit pas de dôme au-dessus du digesteur. Un petit peu un difo à ces doubles membranes avec le ballon qu'on voit dessus. C'est un petit peu à cause de la météo. Si par exemple ici on est quand même à passer 800 mètres d'altitude, donc on a quand même de la neige et le vent. Et puis si on aurait grosse arrivée de neige, c'est un peu le problème que le ballon il s'effondre. Alors du coup on a préféré le protéger et puis le mettre derrière la paroi en bois. On va aller vous montrer juste après. Là on est sur le digestat, sur la fosse. Et puis là dedans, ben voilà, dedans c'est le ballon. Donc ça en fait c'est la réserve de biogaz. Exactement. Avant qu'elle soit envoyée au moteur. Exactement. Tout le gaz qui est produit dans la fosse, il vient dans ce ballon. Qui se remplit petit à petit. En fait, c'est juste la surpression de gaz qui fait remplir le ballon. En gros, c'est ton réservoir de carburant. Donc ça remplace le dôme vert qu'on voit sur les digesteurs des autres biogaz. Et puis il est dans un hangar. Puis l'avantage aussi, c'est comme tu disais, c'est que du coup il y a un toit et donc ça aussi. Vous mettez les panneaux solaires sur le toit. Exactement. Alors que si tu aurais un dôme, tu peux pas. Tu peux, voilà, c'est un peu un volume perdu. Voilà, c'est ça. Il sert juste pour stocker ton gaz que là. En plus de stocker le gaz, on permet de mettre des panneaux solaires pour produire de l'électricité. Et on en a même rajouté encore sur le sol. Voilà, le digesteur, encore une fois. Voilà, là on est sur le digesteur, la fosse ronde, l'agrandissement. Et puis dessus, de nouveau, c'est une place perdue. Tout le reste, on a mis des panneaux solaires. Là aussi, il y a un truc tout nouveau. C'est la première fois que je vois ça. C'est des panneaux solaires sur le mur, en fait. En fait, l'hiver, le problème avec la neige, de nouveau, les panneaux solaires, ils vont rien produire. Ouais, parce qu'ils ont de la neige dessus. Voilà. Que du coup sur le côté tu n'auras pas de neige et puis le soleil il passera juste derrière la forêt. Donc du coup parce que tu as de la neige mais tu peux quand même avoir du soleil. Alors comme ça on pourra quand même profiter de ce soleil et produire un peu avec ces panneaux solaires. Là c'est pareil, c'est de la surface perdue le mur alors que là... Voilà, et puis là on permet de la mettre en valeur et puis de produire de l'électricité grâce à ça. Alors maintenant qu'on a notre gaz qui est produit dans le ballon, on va l'utiliser comme carburant pour les moteurs. 2 gros moteurs qui ensuite vont faire tourner une génératrice pour produire de l'électricité qui sera envoyée dans le réseau. Pour aussi dire un petit peu notre installation, au niveau de consommation d'électricité, ça reviendra à peu près à 150 ménages maintenant avec l'agrandissement. Ça aussi c'est un grand avantage du biogaz, c'est qu'il tourne toute l'année. Les panneaux solaires, c'est super bien l'été. Avec nos panneaux solaires en façade, l'hiver, on pourra un petit peu combler, mais tu as vu, il n'y en a pas beaucoup. Encore un grand producteur d'électricité, ce serait l'éolienne. Ça, c'est un projet encore, mais il y a eu des oppositions, donc... Là, on a le premier moteur, 80 kW. Et puis le gaz qui est produit, qui est stocké dans le ballon, vient ici dans la conduite et après injecté dans le moteur. Et en fait le moteur après c'est le même système qu'un moteur diesel. Sauf qu'à la place d'injecter du diesel, tu injectes du méthane. Ensuite derrière le moteur on voit il est accouplé à une génératrice. Et puis cette génératrice, voilà, quand elle est entraînée, elle produit l'électricité. L'électricité est envoyée dans le réseau. Alors ensuite, les moteurs, bien sûr, en tournant, ils produisent de la chaleur. Cette chaleur elle est récupérée. Une partie est utilisée pour chauffer la porcherie. Puis une autre partie, par exemple, ici, elle est évacuée à l'air libre. Mais du coup, on essaye de la valoriser au maximum. Par exemple, on a un container ici où on pourra, quand on fera les moissons, on pourra mettre notre récolte. Ça peut être du blé, du colza, ce qu'on veut.
Et puis on pourra le sécher. Donc là on voit il est branché, et tu mettras ta céréale dedans. Voilà. Et après elle pourra sécher quoi, grâce à la chaleur. Là on se retrouve avec ton crameur, donc la chargeuse. La petite particularité, c'est que vous avez vu qu'on produit pas mal d'électricité entre les panneaux solaires, le biogaz. Sur la ferme ici, on a aussi des panneaux solaires sur le bâtiment pour notre propre consommation. Et du coup, on a acheté un véhicule électrique, 100% électrique. On peut voir ici, sous le capot, c'est pas un moteur, c'est une batterie. Puis avec ça, on a une autonomie d'environ 4-5 heures. Un exemple, si on a une bonne journée de travail, ça arrive que du coup on fasse en 2 fois. On commence le matin une bonne partie, on le recharge encore à midi et puis on finit l'après-midi. Niveau puissance, c'est totalement l'équivalent parce que tu as un moteur électrique pour l'avancement des roues puis tu as un moteur électrique pour la pompe hydraulique. Donc du coup la puissance elle est là. Il est aussi très bien parce qu'il est proportionnel. Donc plus tu vas tirer ton levier pour lever ta pelle, plus la pompe va tourner vite. Pour un véhicule comme ça, l'autonomie n'est pas vraiment un frein. Parce que c'est un petit truc que tu utilises 1-2 heures le matin, 1-2 heures le soir pour faire ton mélange. Puis c'est pas un truc où tu vas aller livrer des céréales ou je ne sais quoi. Tu vas pas faire des heures de route avec. T'as pas le bruit du moteur quand par exemple tu vides une stabulation, t'as pas ce bruit, t'as pas cette odeur de diesel, tu peux te mettre la radio dedans, t'as même celui qui est à côté par exemple qui donne un petit coup de main à la fourche pour dans les coins, qui peut profiter de la radio et qui est pas avec des pamires parce qu'il a un bruit assourdissant dans les oreilles. Ouais, c'est vrai ça. Ce que je trouve bien sur votre ferme, c'est que du coup comme tu le disais, vous avez des panneaux solaires un peu partout. Il y a le biogaz qui fait l'électricité, il y a les panneaux solaires, toute la consommation d'électricité de la maison et de la ferme. Elle est à l'issue du biogaz et des panneaux solaires. Le biogaz, lui, par exemple, il s'alimente automatiquement avec l'électricité qu'il produit, puis le surplus est vendu. À la ferme ici, tout ce qu'on peut est produit des panneaux solaires. De nouveau, le surplus est vendu. On paye rien en électricité, voire même l'hiver quand il y a un peu de neige ou comme ça. Le surplus qu'on a vendu, on va le reprendre entre guillemets. Et puis du coup, ils vont nous déduire ça. Mais on est quand même, je crois que c'est quand même en positif à la fin. Satisfait de ce chargeur électrique. Totalement. En fait, les batteries vieillissent aussi très bien. Donc on voit aussi avec le recul que non, c'est un bon achat. Certes, il est plus cher à l'achat qu'un diesel, qu'un thermique. Du coup, nous, avec les panneaux solaires, on ne paye pas le carburant, on ne paye pas l'électricité. Et après, tu as très peu d'entretien. Vu que tu n'as plus le moteur diesel à entretenir, tu as juste l'huile hydraulique, c'est la seule huile qu'il a dedans, et puis c'est le seul entretien qu'il aura, mis à part le graissage. Au final, tu ne perds pas plus d'argent à acheter ça, quoi. Non. Si à la ferme, tu as une production d'électricité, tu n'y perds pas. Tu gagnes à long terme. Alors là, on se retrouve avec ton robot qui sert pour semer et sarcler, c'est ça? Exactement. Alors ce robot, c'est le FarmDroid FD20. Il est utilisé pour semer le colza et les betteraves. Donc déjà, là, on voit, il y a le panneau solaire, quoi. Oui, par contre, il y a 4 panneaux solaires dessus. Ici, on a 2 batteries. Et puis en fait, il fonctionne vraiment que à l'électrique et puis que par l'énergie solaire. Tu peux pas le recharger autrement que par les solaires. Quand il est au travail dans les champs, il y a à peu près 2 panneaux qui servent pour le travail et 2 pour recharger les batteries. Après, on a ici les éléments de semis avec les bacs blancs. Là, voilà, tu mets ton réservoir de graines. Donc lui, il sert exclusivement pour semer betterave et colza. C'est un petit peu la quantité du réservoir, là, c'est pas très grand. Et en fait, il y a une sorte de disque là qui a des trous. Puis en fait, c'est calibré pour les billes. Les graines de colza et de betterave, c'est des graines calibrées. Donc ils sont faits pour passer dans ces trous. On change les disques pour les graines de colza et de betterave. Mais du coup, tu peux pas passer des graines par exemple de maïs, de blé qui n'ont pas de... C'est pas calibré, tu vois, c'est des grains beaucoup plus grossiers. En fait, il y a un système de GPS RTK avec 2 antennes, il y en a une devant, une derrière. On quadrille la parcelle, on l'envoie semer. Il sait vraiment avec le disque, quand il va tourner, chaque graine, il sait où c'est qu'il la dépose sur la parcelle. Et après, grâce à ça, on reprend la même cartographie pour aller faire le sarclage entre les lignes et vraiment sur la ligne aussi, grâce au couteau qui est ici, qui va se déplacer sur la betterave. Donc tu as ça qui passe entre les lignes, la patte doigt là. Exactement. Tu as des petits fils de fer qui passent entre et tu as le couteau qui va sur la ligne de la betterave. Et grâce à ça, tu arrives à sarcler vraiment le plus optimum possible en passant vraiment tout autour de la betterave, le plus possible. Et donc le gros avantage de ce robot, d'avoir opté pour un robot plutôt qu'un semoir et une sarcleuse, c'est quoi? Alors comme on est en bio, et puis qu'on n'a pas les traitements, c'est le grand avantage de pouvoir sarcler. Pour la betterave, tu n'as pas vraiment d'autres moyens. Le fait de, en plus, prendre un robot, c'est que c'est totalement autonome. Tu quadrilles la parcelle et puis après tu le laisses sur la parcelle, il sème tranquillement. Toi, tu peux aller faire autre chose, tu peux aller t'occuper de ton biogaz, tes bêtes ou les autres cultures. Ça coûte du coup rien en électricité vu qu'il est complètement autonome, t'as pas de diesel à payer, t'as pas les entretiens, y a rien à faire dessus. Si ce n'est peut-être que contrôler des serrages ou comme ça, puis peut-être gonfler un peu les pneus, mais c'est tout. Avec les 2 batteries, si t'as pas des
travaux qui demandent trop de puissance, il arrive à tourner jour et nuit et te faire après non-stop. Puis du coup, comme ça, tu peux vraiment tu quadrilles ta parcelle, tu poses au coin du champ et il travaille tranquillement. Pour le travail, il lui faut 1 hectare, il lui faut entre 4 et 5 heures, je crois. Okay. Donc il travaille très lentement, hein, c'est quelque chose comme 1 km/h, même pas. Du coup, il y a 2 avantages, c'est que c'est très précis et que ça demande peu d'électricité. Vu que tu dois pas tourner très vite. Tu vois les lignes quand ils sont tirées, c'est du laser, hein. C'est beau droit, c'est magnifique. Puis du coup, il gagne en précision en travaillant lentement. T'as un ordre d'idée du prix à peu près d'une machine comme ça? Ça tourne neuf entre 80 et 90 000. C'est un coût à l'achat. Après, comme il est autonome, t'as pas besoin d'être derrière, t'as pas d'entretien, t'as pas de diesel à payer, ce genre de choses. Donc en fait, c'est pas si cher que ça, quoi. Après, sur le long terme, tu arrives à le rentabiliser. Voilà. Puis vu que tu arrives à avoir des cultures propres et puis à avoir de bons rendements, ça se rentabilise. Et t'aurais pas été en bio, t'aurais pas forcément opté pour ça, quoi. C'est vraiment. Non, c'est vraiment l'avantage du bio. Il y en a qui l'équipent avec encore des bus de traitement. Il y en a qui mettent des buses près des éléments de semeur là, et puis qui peuvent traiter aussi. Mais nous, ben voilà, on est en bio, on n'en parle même pas. Les pluviomètres, c'est le petit bac gris qu'on voit à côté de l'antenne. Tu le configures sur une application. Si par exemple, tu peux lui dire qu'à partir de tant de millimètres de pluie, eh ben, tu t'arrêtes parce que tu vas commencer à te faire des dégâts. Après, sur le téléphone, mon oncle, il peut le suivre, il peut voir où il est sur la parcelle, toutes les lignes qu'il a déjà fait, celles qu'il doit faire. Ici, une petite caméra, donc tu peux voir 1-2 éléments de SMI. Tu peux regarder en temps réel sur le téléphone, ok. Et ça arrive, dans nos parcelles, on a pas mal de cailloux. Ça arrive des fois que tu as des cailloux qui se coincent à certains éléments, ou des fois, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de place entre les éléments de sarclage. Donc des fois, tu as des pierres qui se coincent. Pour ça, il est vachement autonome aussi. Il sent que s'il y a une résistance ou comme ça, il va s'arrêter. Il va par exemple lever le relevage et puis essayer de se décoincer. Après, si vous voulez plus d'informations, moi j'ai une chaîne YouTube, et c'est le nom de la ferme, la Burgisberg. Et puis vous pouvez aller voir, j'ai déjà fait 4-5 vidéos dessus. Avec les semis, betteraves, colza, le sarclage, on le voit au travail.